routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ses équipes, se retrouve en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin à la gare routière de l'information avec mes confrères. Vous savez que nous parlerons des grands sujets qui font donc la une de l'actualité. Les élections législatives et régionales, une marée bleu-blanc. Depuis quelques jours, on le voit clairement, la Commission nationale électorale indépendante a donné les résultats provisoires des élections législatives. C'était samedi dernier. UNIR à lui seul prend 108 sièges à l'Assemblée nationale, 5 pour toute l'opposition. Djeri Tama et ses amis ne seront plus à l'Assemblée nationale. La suite, c'est de ça qu'il s'agira. On verra, on va ensemble analyser. Quelle analyse véritablement après donc cette donnée issue des législatives, assemblée unicolore, expression de la bonne gouvernance aujourd'hui, entre autres questions que je poserai à mes confrères en studio. Nous revenons également sur ce sujet qui a quand même fait le buzz sur les réseaux, le licenciement du proviseur du lycée d'Alokwegbe entre la vérité d'un proviseur et la sanction du ministre. On reviendra sur le sujet. Bienvenue chez nous. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio. J'ai un Taxi FM le mets avec mes confrères en studio. Bonjour Michel Tadia. Bonjour Eric, bonjour aux confrères, bonjour Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints en studio. Je pense qu'au début, on a écouté votre salutation. Oui, bonjour Eric, bonjour aux confrères et bonjour Taxi FM. Merci d'être avec nous ce matin. C'est vrai qu'il y a un bon bout de temps qu'on n'est pas passé. Si, la dernière fois qu'on s'est vu, on était à la 4e République. Et là, on est à la 5e République. Donc, du coup, ça fait une République de plus. Bonjour, Mr. Gérard. Merci de nous avoir rejoints en studio. Bonjour, je salue tous ceux qui nous écoutent et aussi toutes celles qui nous écoutent, évidemment. Bien sûr. Mais juste dire qu'on n'est pas encore dans la 5e République. Qu'est-ce que aussi vous longtemps qu'une loi n'est pas promulguée, il ne faut pas penser que les carottes sont cuites. Vous savez que Fogna Singwe avait à peine 2 semaines pour promulguer. Et quand on sait que c'est le 19 que ça a été fait à l'Assemblée, plus 14, au plus tard le 3 mai. On est aujourd'hui le 6 mai. Oui, c'est possible. Bon, dans tous les cas... Le problème, est-ce que quand ça sera promulgué, ça va être annoncé? Est-ce que ça va être annoncé qu'on a promulgué officiellement? Oui, mais il faut aller chercher votre journal officiel pour regarder. Sauf que vous n'êtes pas allé chercher. Juste que quand un pays fonctionne comme ça, en catimini, tout est en catimini, c'est pas bien. Un pays fonctionne pour les... Non, un pays est dirigé pour les citoyens. Et donc, le devoir de compte rendu, c'est toujours bien. C'est pour l'avenir du pays et pour l'avenir de nos enfants. Un pays où vraiment tout le monde se sent impliqué. La loi dit qu'il ne promulgue pas, ça rentre en vigueur. C'est exactement ça. Bon, c'est possible. C'est ça, je dis. Moi, je ne souhaite pas trop. D'accord, très bien. Que la chose soit comme ça. Le débat n'est pas encore à ce niveau. Si vous voulez, on pourra y revenir, puisque c'est inscrit aussi dans le débat de ce matin. Le vin est tiré, mais est-ce qu'il faut le boire? C'est entre autres questions que je poserai. Bonjour Elo Matisogwe, merci de nous avoir rejoints. Merci Eric, bonjour tout le monde, bonjour aux confrères et bonjour Taxi FM. Et la pluie, c'était partout finalement à Lomé ce matin et dans certaines villes de l'intérieur du pays également. Elle a été violente avec les vents qui s'en ont suivi, hein, Michel. Chez vous, c'était comment? J'ai vu des images assez quand même extraordinaires. Oui, il y avait un peu du vent même, pas trop. Vous savez, oui. Je pense que hier, je lisais quelque part où la météo, en tout cas la direction générale de la météo avait sorti un communiqué dans ce sens que bon, on devait s'attendre à quelques orages dans les heures qui suivaient. Donc ce matin, quand je suis sorti, j'ai vu la nature qui s'assombrissait. Bon, je n'étais pas surpris. C'est vrai, il y a un peu de vent, un peu, et bon, au fait, c'était pas une très grande pluie, hein, mais seulement le vent qui s'est... Parce qu'ailleurs, on a vu des arbres
déracinés, bon, qui ont dans mon détruit quartier, oui, bien sûr. pas trop. Oui, bien sûr. Voilà, ailleurs, ça peut être... Oui, exact. Et bon, quand on sait que nous sommes en plein pied dans la saison pluvieuse, et c'est vraiment la saison qui a démarré, quoi. Ceux qui ont envie de faire du champ, c'est le moment, hein, ou jamais. Donc, on doit s'attendre, on doit s'habituer maintenant de temps en temps à ces genres de trucs. Exactement. Alors, on va entamer les sujets qui sont au programme, notamment les élections législatives et régionales. On commence par avoir quelques bruits d'informations. D'ailleurs, la CENI a donné les résultats provisoires sur l'élection législative. On n'a pas encore des données sur les régionales. On promet que cette semaine, on pourra avoir les données. Mais est-ce que déjà, ça ne pose pas problème qu'une élection qui s'est déroulée plusieurs jours et qu'on n'a pas toutes les données, et l'homme qu'on n'a pas toutes les données d'une élection qui a eu lieu il y a une semaine? Bon, je ne sais pas le problème qui se passe au niveau de la CENI, mais de toutes les façons, on a quand même une idée générale de ce qui se passe. Donc, ça ne va pas changer. Vous savez ce qui s'est passé par rapport aux résultats. Donc, je crois qu'on ne va pas rester loin de ce qui a été annoncé comme résultat provisoire. Donc, ce qu'il y a, c'est que ces élections législatives et régionales ont véritablement marqué les esprits, surtout au niveau des élections régionales, parce qu'elles n'ont pas du tout fait l'actualité. Vous comprenez? Oui. Elles n'ont pas du tout fait l'actualité. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien de conseils régionaux on a. Au niveau on devait avoir 179 au total. Oui, mais répartis entre combien de partis, combien de groupes d'indépendants? Et au niveau des élections législatives, je dis marquer les esprits parce qu'on n'a aucun indépendant élu, malgré toute cette brochette de listes indépendantes qu'on a eues au niveau des élections législatives. Et aucun indépendant n'est sorti, n'a pu tirer son épingle du jeu dans aucune circonscription électorale. C'est quand même formidable. Bon, j'ai trouvé ça quand même formidable parce qu'au niveau des indépendants, c'est pas qu'il n'y avait pas de la matière. Et bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas si les gens ont véritablement travaillé ou si il y a eu autre chose qui s'est passé sur le terrain. Avant de rentrer dans les analyses proprement dites, voilà, c'est ce que je peux dire d'entrée par rapport justement au délai qui a été imparti pour pouvoir donner les résultats provisoires. C'est quand même bizarre et curieux qu'on ait eu les grandes tendances avant d'aller aux résultats provisoires et puis ça a tombé à compte-coûte et tout. Et là, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Oui, mais... on n'a aucun élément sur les régionales. Effectivement, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement combien de partis politiques ont pu avoir un siège au niveau des élections régionales. Et c'est compliqué parce qu'on ne comprend pas exactement comment la CENI a pu fonctionner comme cela. Et bon, on attend de voir. Peut-être qu'ils sont à l'œuvre pour pouvoir nous donner les résultats des élections régionales. Oui, c'est vrai. Vous l'avez dit, avant de rentrer dans les détails par rapport donc, aux données publiées par la CENI, Gérard, vous aussi, ça vous a surpris ou pas du tout qu'on n'ait pas toutes les données une semaine après le scrutin? Bon, moi, personnellement, c'est pas ça mon problème. C'est-à-dire que quand on passe du temps pour pouvoir bien faire, c'est toujours bien. Moi, je préfère de loin. Je préfère de loin que la précipitation et comment on a amené les gens pratiquement au pas de charge à aller aux élections, c'est-à-dire comme dans une caserne militaire. Et moi, je préfère qu'on prenne le temps et donc ça ne me gêne pas. Si au moins, après ce long moment, quelque chose de bien va sortir, ben pourquoi pas? Pourquoi se précipiter? Puisque le sort du Togo ne dépend pas des élections en tant que telles, hein, que ça soit fait dans une semaine ou bien dans 2 semaines. Mais l'essentiel, c'est que ça soit bien fait. Mais malheureusement, vous allez voir déjà, les gens doutent de la crédibilité de l'élection et donc on risque de demeurer dans la crise dans laquelle on était depuis des années. Moi, mon espoir, c'était qu'enfin, qu'on sorte de cette léthargie ou bien de cette électricité permanente là qui agite notre société. Bon, mais malheureusement ça va pas être fait, hein. Tout a été mélangé, il y avait trop d'événements à la fois pour ces élections. D'abord 2 élections couplées, en plus de ça c'était cette affaire de changement de constitution et tout cela, le report plusieurs fois, ça faisait trop pour les citoyens. Et moi, ce que j'ai vu quand même, et le taux de participation qu'on donne, ça m'étonne toujours. C'est vrai que je ne suis pas allé partout, hein, mais ce que j'ai vu, du moins, ce que j'entends aussi, là où j'ai envoyé des gens, il y a de quoi douter
de certaines choses. Ah oui, c'est vrai que la CENI parle de 63% de taux de participation pour ces élections législatives et régionales. Je voudrais maintenant qu'on descende un petit peu dans les analyses des données provisoires publiées par la CENI samedi dernier. Ces données, en grosso modo, donnent 108 sièges pour unir sur les 113 et 5 pour toute l'opposition. On va dire la ANC a pris un siège, la DMP un siège, les FDR un siège et l'ADI 2 sièges. Michel, quelle analyse peut-on en faire aujourd'hui? Là, on va avoir clairement une assemblée, à la limite unicolore. Tu as parlé des opposants qui sont à l'Assemblée. Oui, 113, 108 et 5. Bon, ce n'est pas... on n'est pas nommé des gens. C'est après élection. Oui, bien donc, sûr. à l'impossible, nous n'est tenu. C'est l'élection qui a donné, c'est les résultats sortis des urnes. Donc, on ne peut rien, on doit prendre acte. Et donc, moi, cette victoire de UNIR, moi, je voyais venir parce que depuis 2020, l'opposition était à la clinique. Toute l'opposition ne tenait pas debout. Parce que après la présidentielle de... Et pourquoi est-ce qu'elle ne tenait pas debout? Elle ne tenait pas debout parce que le parti qu'on voyait depuis de longues années, qui était vraiment le vis-à-vis du parti au pouvoir, l'ANC qui s'est mué en... je dis l'UFC qui est après... qui est passé... à l'ANC, parce qu'il faut le reconnaître que l'ANC en partant est parti avec la substance de l'UFC, il ne faut pas le nier. Et donc, après 2020, il se fait que l'ANC a été lavé proprement et il y a une nouvelle force qui a émergé, qui est deuxième même à la présidence de 2020. Et avec tous les soubresauts, tout ça là, avec les querelles entre opposants où les gens se lavaient, pas en chambre mais vraiment au marché, pratiquement les gens s'insultaient, tout ça là. Ça fait qu'aujourd'hui, à un moment donné, après 2021, 2022, vous voyez, quand vous regardez le schéma, en tout cas le tableau politique du Togo, il n'y a rien. Unir avec le vent en poupe, puisque c'est des gens chaque jour. Quand ils prenaient la parole, c'est pour insulter X, pour dire que notre malheur c'est tel. Pendant ce temps, Unir est là, il travaille. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Peut-être le nombre, peut-être le nombre 108, peut-être c'est ça. Peut-être on pensait que l'une va faire fort, mais ça dit, les attentes, ça a dépassé les attentes. Maintenant, à côté de cela, il faut voir que le chef de l'État était permanemment, depuis plus de 3 ans, il est permanemment sur le terrain. On avait dit à l'époque qu'il était déjà en campagne. Voilà, bon. Pour ceux qui lisent très bien. Oui, ici, voilà. Tout le monde avait compris. Donc il était sur le, il écoutait, il était par ici, par là, il écoutait. Il n'y avait que lui qui connaissait la date des élections. De toutes les façons, bon, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. À l'époque, quand il n'y avait pas on n'avait pas encore donné la date. Je ne sais pas si lui, personnellement, il le savait ou pas. Vous voyez, mais je savais que il y a quelque chose qui se faisait sur le terrain par rapport au chef de l'État. Et la manière dont ils ont fait aussi le choix de leur candidat. Ils ont fait le choix. C'est un choix vraiment. Ils ont usé du tact pour choisir. La composition des listes aussi, tout ça là. Et puis la belle campagne aussi de UNIR. Une campagne extraordinaire. Sur toute l'étendue du territoire. Moi je pense que tout ça là, ça a pris, la mayonnaise a pris et les résultats sont là. Et je ne sais pas s'il faut comment qualifier cette déroute. Cette déroute de l'opposition. On va en parler. Et cette de l'opposition classique, parce que traditionnelle, parce que ceux qui étaient en 2018, bon, on va en revenir. Oui, bien sûr. Parce que vraiment, il faut que tout nous donnera 2020 pour vraiment qu'on en parle de ces gens-là. On parlera de l'opposition naturelle, puisqu'on est en train de faire une analyse globale de la situation actuelle. Donc, globalement, il faut dire qu'il y avait tous les ingrédients réunis pour que UNIR vraiment s'en sorte le haut les mains. Et il est allé au-delà même des attentes. Ça veut dire que vraiment le message, le discours, parce que vous savez,
quand vous prenez l'AEC par exemple, Jean-Pierre Fabre le disait, que la campagne c'est de dire aux gens de sortir voter pour refuser la Constitution. Ça veut dire que son soir rencontre des murs, tout simplement. Ah oui, comme le confrère quotidien Togo Matin l'a écrit clairement ce jour, eh bien la victoire du NUR est d'abord celle de la nouvelle Constitution. Voilà. Alors, et quand on voit les données, 108 sièges pour unir, 5 pour l'opposition, je l'ai dit tout à l'heure, on peut se poser la question, mais que se passe-t-il? Est-ce que nous sommes en train de passer dans ce que Jean-Pierre Fabre dit chez nos confrères de RFI, passer à un État parti, là, clairement? Bon, moi, je crois que ces résultats ont surpris plus d'un en ce qui concerne le nombre de sièges. Oui, c'est un raz-de-marée. Oui, mais parce que là, sur le terrain, carrément, on s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, justement, personne n'a pu véritablement comprendre comment le parti au pouvoir a pu rafler 108 sur 113. Il semble que le premier à être surpris, c'est Unir. Ce résultat. Mais par exemple, quand vous prenez le Grand Lomé, quand vous dites que dans une circonscription comme Agoué, tous les sièges sont partis à Unir. 6 sur 6. On vous dit qu'au niveau de Lomé, du Golfe, par exemple, il n'y a que 2 sièges qui sont partis à l'opposition. 11 sur 14. Oui, voilà. Donc, ça voudrait dire que véritablement, on comprend, les gens n'ont rien compris de ce qui s'est passé. Mais est-ce que véritablement, on doit chercher uniquement la raison dans l'inorganisation de l'opposition politique? Il faut se poser la question parce que là, vous comprenez que les derniers mois avant l'élection n'ont pas été quand même des mois faciles pour l'opposition en termes de manifestations politiques, de meetings, etc. Ça n'a pas du tout été facile. Ils n'avaient pas le droit de rien faire. Effectivement. Et on se pose aujourd'hui la question de savoir, même s'ils avaient fait des activités politiques, est-ce que ça changerait véritablement la donne actuelle? Vous comprenez? Mais le fait de les avoir interdits n'avait pas quand même favorisé l'opposition. Il faut le dire. Parce que dans un contexte de liberté d'opinion, de manifestation, de liberté publique, il fallait laisser toutes les couches s'exprimer. À quelques mois de l'élection, des élections législatives. Parce qu'à l'époque, Uni était déjà sur le terrain. Oui, c'est ce que je disais. Donc, il fallait quand même les laisser aussi occuper le terrain au même titre que ce qui se faisait. Peut-être, et ça aurait pu peut-être contribuer à quelque chose, mais rien ne dit, comme je l'ai dit tantôt, que ça pourrait contribuer à faire changer la donne, comme on l'a considérablement. On l'a analysé, enfin on l'a constaté. Maintenant, quand on voit à l'intérieur du pays, ça c'est carrément la razzia. Quand vous regardez les sièges qui ont été véritablement pris, etc. Mais là où le bas blesse, c'est-à-dire que bizarrement, on a une CENI aujourd'hui qui ne communique pas suffisamment, qui ne fait pas de conférence de presse. C'est l'une des rares CENI qui n'a jamais fait de conférence de presse. C'est une première fois. Oui. Bon, moi personnellement, je suis surpris du fait que cette CENI n'a jamais organisé une conférence de presse depuis qu'elle a été installée. Et alors que les autres CENI rencontraient régulièrement la presse pour faire l'état d'avancement du processus électoral, c'est quand même dans la mission de la CENI. Visiblement, le président actuel de la CENI est difficilement malléable. Difficilement malléable, et puis il suffit d'interroger ceux qui sont là-bas. Ils sont pas très prolixes en parole. Oui, exactement. Le bureau, par exemple, il y a une question, vous le posez, on vous dit on vous revient, etc. Mais il faut aller consulter le président. Oui, et puis c'est une CENI qui est vraiment lourde aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et quand on vous dit, par exemple, il y a des anomalies qu'il faut relever lors du scrutin, c'est vrai que les anomalies, il y en aura toujours, mais c'est des anomalies qui ne sont pas correctes. Vous comprenez? Par exemple, vous prenez des candidats qui ont payé une caution, et qui vont aux élections législatives et régionales, qui ont reçu des spécimens de bulletins de vote, et le jour du vote, il n'y a pas leur logo sur les bulletins de vote. C'est quoi cette anomalie? C'est incroyable. Non, mais ça ne peut pas se passer. Parce qu'on ne va pas refaire le vote. Non. Oui, donc c'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Oui. Et puis, on prend le bulletin de vote, on ne voit pas le logo d'un candidat ou d'un parti. C'est grave, ça. Quelqu'un qui a payé la caution, qui a rempli toutes les conditions, qui a battu campagne. Et on a appris qu'ailleurs, ils ont mis du temps pour s'en rendre compte, ces partis-là aussi. Oui, ça aussi, c'est une autre anomalie, ça. Ça dit que si vous avez un délégué dans un bureau de vote, les bulletins arrivent,
la première chose à constater, c'est est-ce que le nom de mon parti non, mais attendez, du candidat... C'est normal, en réalité, on est candidat à une élection que votre logo figure sur une liste. Et donc, on a besoin de contrôler pour savoir si ça y figure. Mais il faut toujours contrôler. Le contrôle fait partie de la mission du délégué dans le bureau de vote. Est-ce que le bulletin est pré-signé? Est-ce que le président et le vice-président signent le bulletin? Ça fait partie du contrôle. Maintenant, avant de voir si c'est signé, est-ce que véritablement le nom de mon candidat ou le logo y figure? Est-ce que c'est bien écrit? Mais tout ça, il faut vérifier. Même si vous avez le spécimen, on ne sait jamais. Mais le spécimen est là. Mais on a constaté, les gens ont dit que dans certains bureaux de vote, il y avait des bulletins qui n'étaient pas signés, par exemple. Oui, ça, c'est le rôle du délégué, du parti ou du candidat indépendant, la liste indépendante qui vient dire que oui, voilà, le bulletin là n'est pas signé. Bon, ça voudra dire qu'on ne peut pas le considérer. Il y a des anomalies qui proviennent donc de la CENI, vous me dites. C'est ce que je dis. Et cette question, par exemple, cette inquiétude, la CENI devrait y répondre. Comment est-ce que vous avez validé des spécimens de bulletins de vote présentés à des candidats et que le jour du vote, on sort carrément d'autres bulletins où des logos des candidats ou des candidats n'y figurent pas? C'est pas quelle alchimie on peut faire ça? Moi, je comprends pas. Ou bien il y a des bulletins qu'on a gardés quelque part et le jour du vote, on les sort. Et bizarrement, ça s'est passé dans des zones où on a comme l'impression que les candidats qui étaient dans cette zone-là, véritablement, ça a été fait contre eux. Ça n'a pas de sens. Maintenant, après, si au bout de quelques heures, vous constatez que véritablement, oui, le candidat n'est pas inscrit sur la fiche ou le parti n'est pas sur le bulletin, qu'est-ce qu'on fait? On annule le vote. Ah ouais? Puisque ce n'est plus équitable, là. Ce n'est plus équitable. Annuler le vote aussi au Togo? Non, mais on annule le vote de la zone, de la circonscription, du bureau de vote concerné ou du centre. Oui, maintenant, si vous l'annulez, vous faites comment? Vous calculez ça comment? Ça devient une anomalie grave au processus. Ça n'a pas de sens. Mais c'est quelques erreurs qui peuvent véritablement aussi orienter le débat. Parce qu'on a une CENI qui est lourde, encore une fois, qui ne fait pas preuve de transparence ou d'équité. Je suis quand même surpris parce que ce n'est pas la communication qui doit justement garantir le travail efficace qui se fait au niveau de la CENI. Oui, mais quand la presse est dans le flou, quand on a des questions qu'on se pose et qu'on n'a pas d'interlocuteur, mais la CENI, avant le processus, n'a pas fait de point de presse. Pendant le processus, n'a pas fait de point de presse. Après le processus, ne le fait pas. Bon, on n'est pas encore à la fin, on verra. Oui, on n'est pas encore à la fin, mais on sait que d'habitude, les CENI antérieurs communiquaient suffisamment sur le processus. On posait des questions et la lanterne de tout le monde était éclairée sur telle ou telle chose. Parce qu'il y a trop d'anomalies dans le processus. La presse se pose légitimement la question. Il y a des questions, puisqu'il y a eu des vidéos qui ont circulé montrant des gens qui avaient des bulletins prévotés, qui votaient. On se demandait comment est-ce qu'ils ont fait pour eux avoir ces bulletins entre leurs mains. Et tout ça, c'est à la CENI de pouvoir répondre. Voilà, et à ce stade où nous sommes en train de parler, personne ne parle. La CENI ne vous dit... C'est comme on méprise la presse en réalité. Et puis ça, c'est pas normal. On ne peut... Ils ont une sous-commission communication, mais ils ont tout ce qu'il faut pour communiquer. Et là, on cherche la CENI, on veut lui poser des questions, on trouve personne. Personne ne veut répondre aux questions des journalistes. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux restent ce qu'ils sont. Oui, mais aujourd'hui, on est à l'ère du digital. Et rien n'est caché sous le soleil. Et donc, si on veut avoir la véracité des choses, corroborer les faits, il faut que la CENI rencontre la presse pour qu'il y ait un certain nombre de questions qui puissent être posées afin d'apporter les réponses précises sur telle ou telle chose qui soit passée. Alors on va demander aux auditeurs, ceux qui nous écoutent et qui souhaitent participer au débat, qu'ils peuvent envoyer des messages ou faire des commentaires, envoyer des messages. Ça peut être SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. Gérard Ouissan, 108 sièges pour venir, 5 pour toute l'opposition. Ça veut dire que, eh bien, c'est une razzia. Ça déjà, c'est une razzia. Ouais, c'est possible. Est-ce que ça veut dire aussi que les populations sont satisfaites de la gouvernance de Faure Gnassingbé? Est-ce que ce n'est pas ça aussi l'expression? Moi, je n'en suis pas là. D'accord. Mon diagnostic d'abord je me pose d'abord la question, est-ce que cette victoire a été faite à la loyale? Est-ce que c'est vraiment une vraie victoire? Parce qu'une élection, je crois que l'homme a dit beaucoup de choses quand même qui ne sont pas fausses. Une élection, tout ne se joue pas le jour des votes. Hein. Tout se joue bien avant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour annuler un match, vous qui vous intéressez au football? Je pense que quand il y a beaucoup d'irrégularités
quand des gens qui n'ont pas de licence ont joué, et quand par exemple le terrain, il y a un goal, un but qui est plus restreint, qui est plus petit que l'autre, il y a plein de petites irrégularités comme ça. Quand on a joué à 10 contre 11 alors que personne n'a été pénalisé dans l'autre camp, quand il y a plein de ces choses-là, est-ce qu'il y a lieu d'annuler ce match-là? Je crois que oui, en football. Pour un examen, je crois que oui, on doit annuler un examen où il y a eu beaucoup de fuites et tout. Maintenant, pourquoi est-ce que pour les élections, on se dit, bon, ben d'accord, et malgré les insuffisances et beaucoup de choses comme ça, on fait passer quand même. Moi, c'est ça qui me gêne un peu. En tout cas, ce que moi je crains beaucoup, c'est qu'on n'entre pas dans une 5e république, mais dans la dernière république. Comment ça? Il n'y aura plus de république bientôt. Parce que dans une république, c'est la pluralité, c'est le pluralisme, c'est la diversité d'opinion. Mais quand quelqu'un rafle 96%, ça c'est plus un score à la soviétique. Hein. C'est vraiment à la togolaise. L'expression va changer. Parce que 96%, c'est quand même beaucoup. C'est extrême. Sur 113, vous en avez 108. Et les autres, c'est seulement 5 pour tous les autres partis. Bon, ce n'est pas souhaitable pour un pays. Ce n'est pas souhaitable pour une nation. Je ne dis pas même pas pays. Pour une nation, pour l'entente entre les gens, moi je crois que c'est pas très bien. En tout cas, moi ma conviction, c'est qu'il faut carrément réformer le système judiciaire au Togo. Ça c'est important. Parce que tout part de là. Quand vous observez bien ce qui se passe au Togo, tout part des insuffisances de la justice. Quand on montre des gens sur des vidéos en train de bourrer des urnes, et que la justice ne dit rien, ça me pose un problème extrêmement grave. Quand on achète la conscience des gens, je ne parle pas d'unir, hein, peu importe celui qui l'a fait, quand on achète la conscience des gens et les juges ne disent rien, ça me choque. Vous savez, dès que vous prenez de l'argent à quelqu'un, l'être humain il est comme ça. Hein. Dès que vous prenez, dès qu'il prend l'argent, il cède à la tentation de faire un vote, bien de poser des gestes de complaisance. Il n'est pas convaincu, mais il le fait parce qu'il est corrompu. La corruption, c'est ça. Donc, quand on voit la corruption, on ne fait rien. On voit le bourrage des urnes, on ne fait rien. On voit des fautes administratives graves, par exemple, sauter quelqu'un sur la liste. On n'établit pas des responsabilités pour punir des gens. Et toutes ces carences, et on dit, continuons. Bon, sincèrement, moi, je me demande là où on se trouve. Et on va voir que le professeur Aimé Gogué m'en excuse. On va avoir un parti, comme a dit, qui n'est pratiquement pas connu, qui devient chef de file de l'opposition. Autant d'anomalies, autant de choses où le Togolais se dit, mais on est où finalement? En tout cas, moi je crois quand même que, à part la justice qu'il faut réformer, il faut aussi dépolitiser l'administration. Parce qu'ailleurs, on ne voit pas tout cela. On dépolitise l'administration, on ne fait pas cet amalgame entre la chose politique et l'administration pour ne pas se retrouver dans des situations un peu les situations très bizarres qu'on a vues. Supposons que UNIR, partons de l'hypothèse que UNIR a gagné ces élections à la loyale avec 108 sièges à l'Assemblée sur 113, ça voudra dire que ce parti a été plébiscité et donc on sera dans un parti-État bientôt. Et l'homme. Bon, en réalité... Si on parle de cette hypothèse-là. En fait, je veux qu'on revienne justement à la répartition des sièges. 108 sur 113. Il y a certaines personnes même qui disent que 5 sièges pour l'opposition, qu'est-ce que l'opposition va véritablement dire au Parlement qui sera considéré. Et comme dit cet auditeur, à plus de 96%, le Togo est uni. On s'entend très bien. Les Togolais sont en totalité satisfaits de leurs dirigeants. Bravo UNIR maintenant et la suite. Voilà. Bon, on ne sait même pas si les 5 vont pouvoir faire un groupe parlementaire. Je verrais que le groupe parlementaire net PDP a quand même, je pense, 4 députés. Oui. Donc peut-être que les 5 vont pouvoir s'entendre pour former un groupe parlementaire. Parce que ça, c'est quand ils étaient 91. Là, ils sont 113. Il va falloir recalculer les choses parce que je ne l'ai pas encore fait. Oui, c'est pourquoi je dis on n'a même pas la certitude que les 5 puissent former un groupe parlementaire. Dans ce cas de figure, par exemple, on se retrouve dans une assemblée. Voilà. Et donc, si 5 opposants se retrouvent au Parlement pendant 6 ans, qu'est-ce qu'ils vont véritablement faire pour pouvoir peser dans la balance? C'est vrai qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Vous comprenez? Mais les 5 qui sont élus, c'est pas 5 personnes, c'est pas des réformés, c'est des
des vétérans de l'opposition, vous comprenez? C'est des gens qui sont très connus, Jean-Pierre Fabre, Brigitte Adjamagbo, Aimé Goguet, l'autre de l'ADI, et puis Maître Apévon. Dany, et puis le Maître Apévon. Donc ils sont 5. C'est 5 figures bien connues de l'opposition. Maintenant, si nous sommes dans un contexte d'exercice du pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce que les 5 vont véritablement donner le là, est-ce qu'ils vont peser dans la balance? Alors, on n'a pas l'impression. Sur notre antenne ce matin, Brigitte Adjamagbo disait clairement que même s'ils ils n'ont pas la chance de pouvoir peser sur quoi que ce soit, ils vont transformer l'Assemblée comme une tribune pour s'exprimer. Ça ne suffit pas. Oui, bien sûr. C'est juste un élément. Ça ne suffit pas, sinon Donald Trump et ses déclarations vont quand même changer les États-Unis quand Joe Biden a pris le pouvoir. Le fait de faire des déclarations ne suffit pas en politique. C'est pas le fait de bavarder qui règle quelque chose. Il faut disposer de la stratégie pour transformer la situation ou pour pouvoir véritablement peser dans la balance. Vous comprenez? Oui, mais c'est vrai. L'analyse reste sur le tapis. Si unir à 100 huissiers, ça veut dire que tout se passe très bien dans le pays. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on lui renouvelle la confiance. Non, moi je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire que c'est une... Non, on ne dira pas quand même que c'est parce que tout va bien que on a... Mais même le gouvernement, il y a des ministres qui disent que tout n'est pas rose. Ça ne veut pas dire que oui. Eux-mêmes le disent. Les députés unis, même le président Faure Gnassingbé, mais quand il était à Kara, il l'a dit. Que tout n'est pas parfait. Ça voudra dire qu'ils reconnaissent quelque part qu'il y a des manquements dans des actions qu'ils ont posées. Ça, les 108 sièges qu'ils ont eu, ça ne veut pas dire que oui, tout va bien dans le pays, allons-y. Mais ceux qui tiennent ce langage, véritablement, ma foi, ce n'est pas des gens qui sont objectifs. Il va falloir que nous soyons tous objectifs. Le fait d'avoir 108 sièges au Parlement ne veut pas dire qu'on est dans un état où tout va bien. Ça, c'est une analyse. Même le parti qui a eu les 108 sièges, il y a des militants qui reconnaissent que tout n'est pas parfait et qu'il y a des efforts à faire, qu'il y a des choses à faire. Il faut continuer dans ce sens-là. Maintenant, comment est-ce qu'on peut expliquer les 108 sièges? Oui. Voilà. C'est la question. Oui, c'est la question qu'on peut normalement se poser. Comme Michel l'a dit tantôt, Michel a dit véritablement que oui, que sur le terrain, on a senti que le parti au pouvoir travaillait et a pu quand même rentrer dans certaines sphères. Vous savez, je vais revenir à ce que j'ai dit tantôt. J'avais dit qu'au niveau de l'opposition, on a constaté justement que les gens n'ont pas su passer la main. Attends, aujourd'hui, il y a des gens, des moines qui sont décédés. Maître Abouibo, paix à son âme. Edem Kodjo, paix à son âme. Abiome Kodjo récemment, paix à son âme. C'est des pertes qui ont véritablement pesé aussi sur on va pas s'éterniser sur des gens parce que ça dit que tout le monde passe. Mais est-ce que véritablement les gens puissent s'organiser pour transmettre? En fait, c'est toujours ça. Mais vous avez vu que quand les gens là sont décédés, mais les partis sont devenus quoi? Les partis, mais c'est ça le problème. Qui va reprendre le flambeau? Qui? On a parlé d'Adi tout à l'heure. Maître Gérard a parlé de professeur Goguet. Il est là depuis combien d'années? Plus de 20 ans. Qui vient après lui? Personne. Il est là. Il y a le maire de Dany. Il a un siège. Mais pour le moment, professeur Goguet reste président de l'ADI. En fait, c'est ça le problème. Quand vous êtes patron, regardez aujourd'hui au niveau du net. Vous avez directement aussi qui est passé. On parlera de ces gens-là qui ont quitté. Qui est passé à la trappe. Oui. On va parler de lui. Et depuis, on n'entend plus parler de lui. Vous comprenez? Et personne du net n'est capable de s'exprimer sur ce qui s'est passé. On attend ce que le président va dire d'abord. C'est ce qui tue les partis aujourd'hui. La transmission, on ne transmet pas. C'est l'une des velléités. Maintenant, après, il y a aussi une partie de l'opinion qui pense que les élections ne sont pas la solution à la situation togolaise. J'ai écouté ce discours plusieurs fois par le passé. Depuis 2015, Éric Toem, on avait reçu un ancien candidat à l'époque à la présidentielle qui dit qu'il allait gagner. Et après, on a écouté son vice-président qui dit que les élections ne constituent pas la solution au problème togolais. Dans ce cas aussi, on nous dit que les élections ne constituent pas la solution au problème togolais. Bon, alors, mais on veut bien savoir qu'est-ce qui constitue la solution au problème togolais. Si les élections ne peuvent pas régler le problème, quelle alternative est-ce que ceux qui soutiennent cette thèse-là nous proposent? Je voulais, avant de donner la parole à Michel Tchadia, lire quelques messages des auditeurs. Il y a un auditeur qui nous dit « Les rêves de certaines personnes qui se préparent pour être honorables députés ont été
coupé le samedi soir, et aussi alternance au niveau de chef de file de l'opposition. C'est le Togo, la bonne gouvernance, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, supposons que ce soit le logo de UNIR qui soit omis sur les bulletins de vote dans Agouenivé. Qu'arrivera-t-il? Ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on continue, non? C'est pas trop. Je dis des bêtises peut-être. Un autre auditeur qui nous dit, peut-on dire, nous Togolais, nous sommes tellement cons que nous décrions cette gouvernance et nous allons voter jusqu'à le parti au pouvoir ait 108 sièges. C'est la question que pose donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, que Dieu vous garde pour votre émission radiophonique édifiante. Merci. Aujourd'hui, l'opposition crie au vol. Ça peut être vrai, mais ça m'étonne parce que cette opposition est dans cette course. C'est pas aujourd'hui, mais quel est leur plan de contre-attaque? Nos candidats indépendants ont servi à quoi dans cette élection? Aujourd'hui, que nos politiciens pensent au peuple sérieusement, car ça risque de virer tôt ou tard. L'auditeur s'appelle Gérard. Bon, voilà. Et il y a d'autres messages sur lesquels je reviens tout à l'heure. Oui, Michel. Parlons de l'opposition, justement. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est victime de sa propre turpitude? Oui. Oui. Vous savez, je vais encore un peu quelques années en arrière. Je retourne un peu. Vous savez, en 91, 92, à la conférence nationale, vous savez, il y a des gens, je me rappelle des envolées lyriques de certains politiciens revenus pour la plupart de France. On les avait appelés les venus de France. Oui, quand ils parlaient, c'est des saints, on pensait, ils ont passé leur temps à vider le trésor national, ils ont vendu ils ont vidé le garage central, tout ça. Ces gens-là, ça fait 34, 33, 34 ans. Aujourd'hui, les Togolais, tu peux revenir de Mars, tu parles togolais, ça ne leur dit rien. Ce qu'ils ont là, ce qu'ils ont dans leur tête là, ce qui les préoccupe là, c'est ça. Tu peux revenir de Sibérie, ce n'est pas leur affaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas aujourd'hui au Togo quelqu'un qui va venir, il va parler, dire, ah, lui, tiens là, c'est lui, la démocratie, c'est lui. Non, on s'en fout de toi. L'opposition, après plus de 30 ans, et c'est l'autre, c'est l'homme qui voulait effleurer un peu ce que je pensais de l'opposition, mais lui, il a une autre lecture, une autre lecture. Il dit ils n'ont pas su transférer les généraux. Non, le problème ne se pose pas à ce niveau. Si les partis sont organisés là, quand un part là, c'est comme au combat. Un tombe, deux, les autres avancent. Et regardez, une opposition qui n'a jamais compris que quand les moments sont difficiles, il faut faire recours à des solutions alternatives adéquates. Une opposition... Oui, ça suppose quoi? Ça suppose que si nous étions dans le cadre du Sénégal, où on sait qu'à un moment donné, on a fait tout pour que Sonko ne passe pas, ça veut dire que tout devait être cassé. Parce que... Si ce n'est pas moi, oui, ce n'est pas l'autre. Au Togo, personne dans l'opposition ne veut être derrière l'autre. C'est incroyable. C'est au Togo seul. Quand vous prenez les partis politiques, chaque parti politique est la subdivision de... je ne sais pas combien de fois d'un parti politique. Vous comprenez-moi un peu ce que je dis. Chacun, tout le monde veut être invité. Personne ne veut être derrière l'autre. C'est incroyable. Vous voyez, vous prenez dans un bureau de vote. Il y a 300 votants. C'est un exemple que je donne. Oui, bien, allez-y. Voilà. Vous voyez les candidats de l'opposition, les candidatures, les partis politiques, ils sont là-bas tous. Chacun veut gagner, aller à l'Assemblée nationale. On vient, on fait le dépouillement, il y aura plus de 200 votants. Et vous prenez par exemple DMP, 3, ANC, 6, mais avec combien de bureaux de vote on peut s'en sortir avec ça du côté de l'opposition? Avec combien de bureaux de vote? Ça veut dire que les gens là, ils n'ont pas compris à un moment donné que quand c'est dur, il fallait s'accouder pour avancer. Oui, ils sont allés sachant que c'est une élection perdue d'avance. Oui, mais c'est-à-dire la question aujourd'hui, depuis que les tendances ont commencé par
pas arriver. Oui. La question on se pose, c'est que quand nous prenons les 3-4 dernières années, on a écouté une population qui dit qu'elle est affamée, elle est pauvre, elle relève beaucoup de difficultés et que subitement, Oui. elle dit que tout va bien et elle accorde les voix à ceux qui gouvernent. Et moi, je ne sais C'est la question. C'est la question. C'est l'analyse qu'on peut se poser des questions en tant qu'analyste. Oui. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, la population, je ne parle pas au nom des populations. On analyse. Ont compris qu'à un moment donné, ceux qui sont en face du pouvoir ne peuvent pas leur donner. Vote de résignation alors. Ils se ne résignent. peut pas leur donner ce qu'ils cherchent. Autant donner. Parce que cette victoire de unir aussi, c'est un poids. Se réunir. Bon, vous voulez gagner, vous avez. On vous donne, nous allons voter pour vous, vous avez gagné. Maintenant, vous savez, nos attentes sont grandes. Faites, on va voir. Ah, ok. Oui, c'est ce que ça veut dire quelque part aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un poids sur une. Il nous doit faire des efforts aussi pour donner satisfaction à cette population qui lui a fait de nouveau confiance. C'est ça aussi. Mais elle a voulu aussi donner, la population, j'allais dire, a voulu donner aussi un message à l'opposition que non, vous n'êtes pas crédible. Ce n'est pas avec vous qu'on peut avancer. C'est ce que moi je pense. D'accord. Oui. Il y a un auditeur qui nous dit l'opposition a fait ce qu'elle pouvait faire avec ses moyens dans les conditions. Arrêtons de tirer sur l'ambulance. Les Togolais ont été tellement satisfaits d'unir qu'ils ont donné donc 108 sièges que la petite pluie de ce matin a inondé Lomé, les rues impraticables. Si les 108 sièges obtenus sont un plébiscite de la nouvelle constitution, quid de Innocent Kagbara, flambeau, porte-flambeau de cette constitution? C'est la question que pose donc cet auditeur. Gérard, vous le placez rapidement? Non, la manière dont il a posé la question là, c'est biaisé. D'accord, très bien. Bon, c'est son avis aussi. Oui, Gérard. Non, moi, mon avis reste le même. L'opposition n'a pas eu le temps de battre campagne. L'opposition n'a pas eu le temps de déployer ses forces. Bon, tout le monde a eu 2 semaines. Hein, non, je sais. C'est-à-dire que vous vous rappelez ce que Cheyi a dit entre-temps quand on lui disait qu'il exigeait de voyager en première classe. Oui. Il dit mais il ne peut pas voyager en classe économique, avoir les jambes ankylosées, venir jouer au football. Donc quand vous interdisez à l'opposition de faire des meetings, quand les gens sont même à leur siège, on s'en va les disperser, quand il n'y a pas de marche, il n'y a rien, on ne peut pas communiquer depuis 2020 ou bien avant. Et puis à un moment donné, on dit bon, hop, allez, commencez à courir. Bon, une poule que vous attachez depuis, vous lui attachez les jambes depuis, et puis bon, ben, au dernier moment, vous la détachez. Bon, moi, j'ai beaucoup d'excuses pour cette poule-là, si elle n'arrive pas à bien marcher. En tout cas, ce qui est sûr, nous allons vers la pensée unique au Togo, ce qui serait très dommage. Oui, clairement. La pensée unique, ça dit que les gens ne savent plus réfléchir, il n'y a plus personne pour nous dire, pour avoir une voix discordante, pour critiquer, pour dire, ben, regardez l'état de la société civile au Togo. Elle n'existe pratiquement plus. Regardez l'état des médias. On regarde tous dans la même direction. Regardez. C'est l'impression que j'ai. Je suis en train de parler de moi, de mon impression à moi. Okay. Et quand moi j'écoute les médias togolais, j'ai l'impression que bon, ben, quelque part, ce n'est pas tellement le pluralisme. Et je me demande si unir n'est pas le générateur de cette situation-là, ou bien du moins le système, le régime ne fabrique pas des hommes et des femmes incapables de discerner, incapable de nuancer, incapable d'être critique, et incapable d'aimer leur pays et tout cela. Bon, moi ça m'inquiète un peu. En tout cas, je crains qu'il y ait des problèmes de légitimité. J'aurais été content si au cours de ces élections, que j'ai entendu par exemple un certain Agbeyome, père son âme, un certain Monseigneur Podjoro, père son âme aussi, mort en exil. J'aurais été content d'entendre un Tikpi Atadam et plein de gens, Jean-Paul Omoulou, des gens comme ça. Je crois que les élections auraient pris un autre cap, carrément. Mais quand beaucoup de gens ont été neutralisés et ceux qui sont sur le terrain, on leur interdit la parole et tout cela, bon, sincèrement, moi je suis tenté de
de qualifier ces élections-là d'élections un peu au rabais. D'une victoire sans gloire en réalité. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est malheureusement cela. Et bon, voilà. Mais le destin d'une nation, quand même, je crois que c'est beaucoup plus important que ça. Et moi, ma conviction personnelle, et je pense que ça ne va jamais changer, c'est que au Togo, nous pouvons vivre dans la concorde, nous pouvons vivre dans la solidarité, constituer une nation pour un meilleur avenir pour nos enfants. Alors, et laisser un peu la politique. C'est-à-dire que la politique politicienne, on les a battus, ils ne sont pas bons, ceux-ci ne sont pas. On dit que l'opposition elle est nulle, tout ça là. Mais moi, je fais remarquer que quand l'homme dit, on ne passe pas la main. Il y a Jerry Tama et puis les Innocent Kagbara, tout ça, on leur a passé la main, c'est des jeunes, c'est des petits d'ailleurs. Il y a des gens qui sont même issus de RPT comme Agbeome. Mais dès que vous quittez le parti uni ou bien le parti au pouvoir, vous rentrez dans l'opposition, vous devenez un con. Pourquoi est-ce que tous ceux qui sont dans l'opposition doivent absolument être des cons? Même quand ils viennent du parti au pouvoir, dès qu'ils atterrissent là-bas, ils sont cons. Quand c'est des nouveaux qui entrent, ils sont cons. Quand c'est les anciens, ils sont cons. Il suffit d'être dans l'opposition pour être con. Bon, moi, cette logique, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, il y a un auditeur qui nous dit le Togo devient un pays atypique et particulier. Ce score du Parti Unir est à la togolaise. Toute l'opposition doit comprendre que leur unicité doit être leur bataille. L'ANC, qui disait gagner toutes seules les élections législatives et régionales aujourd'hui, doit faire bas la terre. Tout le Togo est bleu unir. Allons-y seulement, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit au Togo, c'est à peine 4% seulement des Togolais qui ont faim. Qui se soignent mal, qui roulent sur de mauvaises routes. Bref, Unir fait du bon travail. Vive le parti unique. Les gens ont tout fait juste pour mettre les ténors de l'opposition classique à l'Assemblée nationale, juste pour les accompagner vers la sortie à la retraite politique. Maintenant, ils peuvent aller crier à l'Assemblée. Tant pis. C'est ce que dit encore cet auditeur. Il y a un autre... Je confesse, je croule sur les messages. Je crois que je dois avoir 200 messages ici actuellement. Je sélectionne. Il y a un auteur qui nous dit l'opposition telle que nous l'avons connue par le passé est caduque. La vraie opposition de demain jaillira du Parti Unir. Sans ça, ce Togo n'a pas d'avenir, dit donc cet auditeur. Un autre qui nous dit quand j'écoute Michel parler, je m'inquiète pour mon pays. L'opposition qui est toujours étouffée chaque jour que Dieu fait, les gens ne peuvent pas avoir le courage de dire la vérité. C'est ce que lui pense. Un autre qui nous dit c'est le résultat que l'opposition devrait attendre. Sans l'union des voix divulguées, voilà le résultat. Que le parti au pouvoir sache que nous, les Togolais, on n'est pas bêtes. En tout cas, bon travail à eux. Les routes, marchés, travail, la cherté de la vie au Togo, en avant unir. Là où le bon Dieu est, et on a enterré son fils unique, il est toujours là-bas pour voir le Togo et la victoire d'unir, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit si on veut gagner, on doit être présent partout dans notre pays et non se focaliser seulement dans son quartier et région d'origine. Si les gens connaissaient les profils des candidats de l'opposition, notamment à l'intérieur du pays, on comprendrait mieux leur défaite. C'est des inconnus qu'on attrape pour être candidat. Ça ne marche pas comme ça. De plus, ce n'est pas en dénigrant et en insultant chaque jour le pouvoir qu'on devient majoritaire. Si l'opposition ne se regarde pas dans la glace et faire une autocritique, on aura les mêmes résultats, dit donc cet auditeur. Et le cas des gens qui étaient au Parlement, qui ne seront plus. Les buveurs de lait. Ah, d'accord. Je ne voulais pas prononcer cette phrase. Ce n'est pas un secret, non? Non. Enfin, on a entendu cette phrase ou ce mot, ces groupes de mots à l'Assemblée nationale. Il y a des gens qu'on a invités pour venir boire du lait et qui veulent se mettre à compter les vaches. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Alors, il y a pour eux, ce n'est pas sevrage brusque, c'est sevrage ordonné. Voilà. Jerry Tama, Innocent Kagbara, puis Abbas Kaboua et Alupuy. Ouais. Vous parlez de cette jeunesse-là. Ça a été une déception en réalité. Cette jeunesse-là. Qui était au... C'est le nom qu'on a cité là. À l'Assemblée. D'abord... Un mandat, un tour, et puis on y est. D'abord la manière dont ces gens-là sont retrouvés à l'Assemblée nationale.
ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Certains sont allés même dire des députés nommés. Oui. Moi, à l'époque, j'ai refusé cette appellation. Et vous avez accepté les buveurs de lait? Peut-être ils sont... Non, c'est après qu'on les a taxés là-bas. Oui. C'était officiel, ça n'est pas caché. Donc, moi, je refusais... Qui confirmait en réalité ceux qui disaient que ce sont des nommés. Voilà, parce que je refusais qu'on les appelle... les députés nommés, parce que je me dis que, tu sais, dans la vie, c'est le concours d'explosion qui peut t'amener à un endroit. Bien sûr. Et bon, ça peut être ton destin. Ils sont là-bas, quand ils sont arrivés, jusque-là, le problème est les 5 ans, ce que certains parmi les 4, vraiment, le discours qu'ils tenaient à l'endroit du public, à l'endroit des populations, des gens qui inondaient les réseaux sociaux, qui racontaient n'importe quoi, qui disaient que c'est eux, que ça dit que c'est avec eux on découvre ce que c'est qu'un député, c'est eux qui sont les plus intelligents, c'est eux qui donnent les conseils. Mais à un moment donné, les gens, ils agaçaient, les gens étaient vraiment, ils agaçaient plus d'un. Et les gens attendaient au tournant pour voir comment ça va se terminer avec l'élection du 29 avril. Les gens attendaient, les gens les attendaient au tournant. Ils ont essayé comme ils pouvaient, mais ils ont compris que cette fois-ci, ils avaient plus fort que sur le terrain. Ceux qui étaient là, quand vous prenez Daï, où mon grand frère Abbas était là, il a perdu, il a pris un siège et Adi a pris. Ça veut dire que les autres sont revenus. Et c'est vrai que leur chance s'amenuisait. Vous comprenez? C'est la même chose partout. Oui. Et donc, ils n'ont qu'à, comme tu le dis, tu l'as dit tantôt, ils n'ont qu'à se regarder dans le miroir. Mais jusque-là, ils peuvent rebondir parce que c'est des amis du pouvoir. Excusez-moi, c'est des amis du pouvoir. On peut aussi les trouver quelque part. Parce que quelqu'un parlait de Kabara, vous savez comment par rapport à la nouvelle constitution. Oui. Il s'est débattu comme un beau diable dans de l'eau bénite. Non, il a donné le meilleur de lui, puisque pendant que les autres n'acceptaient pas, lui disait oui que la nouvelle constitution, il est d'accord. Il est d'accord. Et maintenant, cette constitution a gagné. Et lui, il est tombé. Oui, mais jusque-là, le problème ne se pose pas. Il est là. Ça veut dire qu'on peut l'accompagner aussi, parce que c'est politique. Je parle politiquement là-bas. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il l'a soutenu, parce que les autres refusaient. Cette victoire aussi du NIM veut dire que cette constitution-là passe de la plus belle manière. Oui, non, on n'a pas été aux élections là pour la constitution. Mais d'autres... Dans ce cas, on aurait fait un référendum pour interroger clairement les Togolais. Est-ce qu'on est pour ou on est contre? Ok, on est d'accord là-dessus. Non, c'est les opposants qui ont dit non. Je n'en veux personne, Eric. C'est les opposants qui ont dit. J'ai écouté un qui a dit qu'ils iront. C'est un référendum. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le vrai. Ok, c'est un homme politique qui l'a dit. Oui, mais ils sont allés et ils ont perdu. Ça veut dire que la nouvelle constitution passe de très belle manière. Et donc, tous ceux qui ont accompagné les politiquement, peut-être que... C'est pourquoi je dis pour le moment, on ne peut pas dire qu'on les a rejetés. Il se peut qu'on les récompense. Voilà. Et connaissant le régime en tout cas, la méthode forte, où il démet quelqu'un à 13h, un ministre bien sûr, mais là on dit ça veut dire qu'il a fait quelque chose de mal, mais 2 semaines après, vous allez le retrouver conseiller quelque part où il a encore plus de pouvoir. Donc c'est pourquoi quand quelqu'un parle, il faut se garder de dire quoi que ce soit, parce que demain vous allez le retrouver ailleurs. Bien. Voilà. Avant de continuer avec les autres confrères aussi, avoir leur avis sur le sujet, puisqu'il est 12h sur la radio, on me demande de faire une pause obligatoire. Taxi FM, émission politique, sportive et culturelle, en direct. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM. Nous sommes à la gare routière de l'information avec Michel Tadja, Gérard Ouissan et Mathis Ogbi. On était avant la pause en train de parler des jeunes qui étaient à l'Assemblée, qui constituaient une partie de l'opposition et qui n'y retournera pas
en tout cas, pas de sitôt. On évoquait le cas de Jerry Tamon, de Innocent Kagbara, et puis Abbas Kabwa, et puis il y a le quatrième là, de l'UFC. Oui, Alipuy. Et l'homme, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, bon, je crois quand même que c'est... Je sais pas si je dois véritablement en rire ou pleurer, parce que... Ah oui? Oui, parce que justement, les gens nous ont dit qu'ils vont rafler tous les sièges. Les gens se comportaient un peu sur le terrain comme si c'était joué d'avance. Et malheureusement, personne des cadres, parce que, vous savez, il y avait des gens qui parlaient avec une certaine condescendance et une certaine assurance à l'orée de ces élections législatives et régionales. Des gens qui carrément nous toisaient du regard, mais finalement dire qu'ils ne sont plus là. Je sais pourquoi je ne sais pas si je dois en rire ou pleurer, parce que pour eux, quoi qu'on dise, leur parti va quand même avoir un siège. Quand je prends par exemple l'UFC, qui définitivement tourne la page, moi je ne sais plus si avec ces élections législatives régionales, c'est parce qu'il n'y a plus d'élections présidentielles, il faut attendre 6 ans. Maintenant, comment va se comporter l'UFC? Alors qu'ils ne sont pas au gouvernement. Ils ne sont pas au gouvernement, leur président n'est plus véritablement très en forme. Ils ont une scission au sein du parti, il ne dit pas son nom, monsieur Letohin qui a sa branche, et bon, le président national qui a sa branche aussi. Et leur a fait l'affaire au tribunal. Et voilà l'affaire au tribunal, et voilà un parti qui véritablement n'avait pas encore les coups de franche, et qui n'avait plus les coups de franche, et qui aujourd'hui, au soir de ces élections, disparaît carrément du radar. Et pas que le parti n'existe plus, le parti existe, mais politiquement, c'était le coup fatal. Vous voyez, le parti vivait un peu grâce à ses quelques députés au Parlement, et avec son statut de chef de file de l'opposition dont on nous rabattait les oreilles tout le temps. Et maintenant, après, il y a d'autres partis. Quand vous prenez le PDP avec Innocent Kagbara, est-ce que, parce que quand on analyse bien dans le paysage politique, c'est un parti qui ne fait pas encore le poids quand on analyse bien le paysage politique. Et c'est vrai que le papa a essayé de donner une certaine vie à ce parti grâce à ses nombreuses candidatures aux élections présidentielles. Et quand vous regardez aujourd'hui le net qui, sur la toile, sur les réseaux sociaux, bouge beaucoup, on se disait que bon, peut-être les gens se disaient que bon, dans le Golfe ou à Lomé, au plus ils vont prendre un siège, et à l'intérieur ils vont prendre un siège dans l'Est Mono, et finalement ils avaient les ailes plombées avant même l'élection, avec les querelles intestines qui déchiraient le parti. Donc ça ne s'est pas passé comme cela, et je crois que tout le monde doit tirer des leçons de ce scrutin au niveau des partis politiques et savoir véritablement ce qu'il faut faire pour l'avenir, parce que vous savez, cette histoire de constitution aussi, ça a joué contre des partis, parce que l'histoire de constitution était le test pour beaucoup de partis, ce que les gens n'avaient pas su au départ, parce que quand vous analysez bien ce qui s'est passé, ceux qui, au sein de l'opinion, vous comprenez, quand les gens parlaient de constitution, la position des uns les autres, les gens l'ont analysé aussi, et ça a été le premier véritable test avant les élections législatives régionales. Est-ce que véritablement ce que vous êtes en train de défendre ou vous êtes en train de dire nous arrange ou arrange le peuple que vous êtes censé représenter? Donc ça a joué beaucoup plus dans la balance, et je crois qu'à l'avenir il va falloir peut-être au niveau de ces partis réorienter, mais leur absence, je ne sais pas si ça fait du mal à quelqu'un. Franchement non, il faut qu'on soit, non, je le dis de façon ouverte, je ne sais pas si ça fait du mal ou du bien à quelqu'un, mais en tout cas personnellement je crois quand même qu'il va falloir qu'ils puissent redoubler d'efforts pour espérer dans 6 ans revenir au Parlement. Alors, il y a un auditeur qui nous dit ce qui s'est passé à ces élections est de l'injure au peuple togolais. Ce n'est pas du tout normal, cette façon d'organiser des élections. Le parti Unir est comme ce qu'a été les bombes à Hiroshima et Nagasaki. Il y a un autre auditeur, il y a un auditeur qui nous dit tout ça me fait rire. L'opposition avait déjà choisi une candidature unique, notamment en 2005 avec Bob Akitani, mais ce pouvoir est toujours passé avec le forcing. Le problème est que le Togolais pense qu'il faut aller au forcing avec ce régime et non aux élections. On a tous vu des gens qui bourrent les urnes dans les vidéos. Peut-on me dire que ces élections sont crédibles? Se demande donc cet auditeur-là. Il y a un autre qui nous dit félicitations à Winnie pour son score. Je voudrais savoir si vous avez les nouvelles du député
je sais pas, flyer, ou je sais pas ce qu'il a écrit, bon, voilà. Avez-vous la nouvelle du député des réseaux sociaux? Ah, d'accord. Il a précisé. Si vous avez la nouvelle des députés des réseaux sociaux, je ne connais pas celui dont il s'agit. Alors, comme. Je le connais, mais vous le connaissez? Je ne donne pas son nom. Jerry Tama. Jerry Tama. Ouais. Ah, d'accord, très bien. Comment ça? Il a été élu sur les réseaux sociaux? Député? Bon, mais moi, je parle en tant que journaliste. Ce sobriquet-là, c'est pas un secret pour moi. C'est un sobriquet que je comprends. Bon, il continue. Comme un troupeau de bêtes de l'hivernage, l'opposition togolaise sentait vaguement l'approche d'un danger. Au lieu de se concentrer sur les échéances qui arrivaient à grand enjambée, l'opposition togolaise s'acharnait sur la loi portant modification de la Constitution pour un passage de la 4e République à la 5e République. Pendant ce temps, les lieutenants de UNIR s'échauffaient sur le terrain pour convaincre les populations à travers un franc-parler et un projet d'avenir réconfortant. Le chien a aboyé, mais la caravane est passée. Le projet de loi renvoyé pour une deuxième lecture après son adoption à 89% des voix et ensuite à des contestations, il sera facilement adopté de nouveau. Et cette fois, pour de bon, n'ayant plus d'arguments, c'est dès lors que l'opposition qui avait laissé ses militants dans l'impasse et dans un doute sceptique, se réveilla, c'est toute une Bible, hein, pour se jeter donc sur le terrain de manière éparse. Et au lieu de faire la campagne, elle érigea un réquisitoire contre le parti UNIR et le gouvernement comme il est de son habitude. Cette fois-ci, elle a une nouvelle trouvaille qui lui sert d'élément de langage, la modification de la Constitution dont elle rabattait les oreilles des rares curieux qui sortaient lors de leur meeting qui se résumait parfois de la délégation au candidat. Voilà. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Mon cher ami Eric Tanadé, beaucoup de tests. Un autre qui nous dit... Les philosophes. Oui, on se connaît. Vraiment, cette élection nous démontre qu'on peut voter du 1er janvier au 31 décembre. Ça ne va rien changer au Togo. Dit donc cet auditeur, il y a notre qui dit, si le parti au pouvoir est majoritaire à l'Assemblée nationale, ça ne me dit rien. Mais voyant tout ce qui s'est passé le jour des votes, je ne sais pas si on peut parler de victoire du NIR. Courage au peuple togolais, s'il vous plaît. Qu'en est-il des résultats de l'élection régionale? Aucune idée. La CENI nous a juste dit, dans les jours à venir. Je veux qu'on passe à un autre sujet. À moins que vous ayez un dernier commentaire, Gérard. Je vous l'autorise. Bon, d'abord, moi je vois la chose à un autre niveau un peu. C'est-à-dire que les discussions politiciennes, moi ça m'a fatigué. Je sens seulement que le Togo a besoin d'une bonne dose de morale et d'éthique. Et parce que ce que nous faisons actuellement... Non, parce que je constate qu'on ne s'en sort pas. C'est-à-dire que vous voyez tous ces messages-là, c'est un camp contre l'autre, un camp contre l'autre. Mais qu'est-ce qui est bien pour ce pays? Mais personne n'en parle. Je t'ai battu, je t'ai écrasé, tu m'as triché. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'au jour où nous tous nous disparaissons parce que nous ne sommes pas seuls sur la terre. Nous avons des concurrents. On a des concurrents comme les guerres, les maladies, les colons. Il y a tellement de prédateurs pour un peuple. On peut en partir. En tout cas, moi par exemple, Jerry Tama, je le pleure. Pas parce que je le connais, non. Parce que c'est une ressource humaine. Et Gakbara, je le plains. Parce que c'est des ressources humaines. Vous savez, quand dans un pays, vous vous amusez à détruire systématiquement vos ressources humaines, vous n'aboutissez à rien. Regardez, les gens sont allés jusqu'à même... regardez, je donne souvent cet exemple-là, nos fédérations. Oui. Fédération de football, il y a problème. Fédération de tennis, il y a problème. Fédération de ski, il y a problème. Fédération de patin sur glace, il y a problème. Partout, il y a des problèmes. Quand vous voyez des Togolais créer une association, il y a partout des problèmes. Les syndicats, il y a des problèmes. Ça veut dire que le Togolais même a de la peine à se mettre ensemble pour cause de manque d'éthique et de moralité. Aujourd'hui, le jeune Togolais fonctionne sans aucun sens de la moralité. Et ça se remarque aussi malheureusement dans la politique. Et donc, nous sommes de plus en plus devant un peuple très divisé. Mais est-ce que nous allons construire une grande nation avec de petites gens très divisés? C'est un philosophe qui dit, quand vous soumettez l'évolution intellectuelle à l'administratif,
ben vous créez de petits citoyens. Et après, vous vous rendez compte qu'avec de petits citoyens, on ne peut pas créer un grand pays, une grande nation. C'est comme ça. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez, des professeurs d'université, par exemple, se rassembler quelque part, et c'est le petit policier. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge là. Il y a de l'eau à côté. Et c'est le petit policier qui vient dire allez, tout le monde dehors. Et le petit policier, il sort les grands intellectuels de la salle. Dès qu'un pays prend ce pli-là, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup d'avenir. Mais nous, maintenant, en tant que journalistes, en tant que une certaine intelligentsia de ce pays, pour le peu de temps que nous allons vivre sur cette terre, est-ce que nous allons applaudir ça, cautionner ça avant de partir? Ou bien nous devons tirer la sonnette d'alarme et dire mais donne-moi 2 secondes. Allez-y, je savais, vous voulez résister, mais voilà, il a eu raison de vous. Et ça nous amène quand même, permettez, vous pouvez revenir là-dessus lorsqu'on sera en train de donner la parole aux auditeurs d'environ 6 à 7 minutes. Et revenir sur le cas de ce proviseur du lycée d'Alokwegbe, dont on a mis fin à ses fonctions. C'était la semaine dernière. On a vu sur les réseaux sociaux cette communication quand même faisait arrêter, pour tout dire, du ministre professeur Dodi Kokoroko, qui dit avoir mis fin aux fonctions du proviseur monsieur Agbenane Kokou, voilà, professeur d'enseignement général de classe exceptionnelle 4e échelon en service au lycée Alokwegbe. Alors, quand on a cherché à comprendre ce qui s'est passé, on s'est rendu compte que le bonhomme s'est exprimé dans un reportage de nos confrères de TV5. C'était il y a 2 semaines environ. Et dans cette interview, dans ce reportage qu'on a vu, il évoquait l'état de la situation de l'établissement qu'il dirige. Le bâtiment délabré, quand il pleut, quand il y a le soleil, les élèves, et tout est morose là-bas. Et il se plaignait, et il disait qu'à plusieurs reprises, il a alerté ses autorités, c'est-à-dire ses supérieurs, mais que rien n'est fait. Alors la consoeur qu'il a interrogée est Caroline Chevet, qui est la correspondante de TV5 Monde au Togo, disait que le ministère de l'enseignement primaire et secondaire était bien au courant du reportage, et après réalisation que le ministère était bien au courant de la diffusion de ce reportage, et d'ailleurs c'est le ministère qui l'a orienté vers cet établissement-là. Donc on ne se comprenait plus. Je vous demanderai ici de mettre votre casque, parce qu'il y a le ministre Dodi Kokoroko qui s'est exprimé sur le sujet chez nos confrères de Radio Victoire ce matin lorsqu'il a été interrogé. Écoutez la réponse du ministre Dodi Kokoroko. Il ne s'agit pas de mutiler la liberté d'expression, et c'est pas à mon âge qu'on devient subitement un dictateur. Mais au fond, ce qui est reproché au proviseur d'Alokwegbe est assez simple, c'est le devoir de réserve, qui est un principe consubstantiel à toute administration publique. Et au fond, moi j'ai jamais fui mes responsabilités. La problématique des écoles, des infrastructures en délitement, je les assume, et nous progressons sous l'autorité du président de la République avec une projection. Et aujourd'hui, il faut être myope pour ne pas accepter au moins qu'il y a un saut qualitatif tout autant insuffisant dans le secteur éducatif, voulant redonner des infrastructures de qualité à nos apprenants et au corps d'encadrement et au corps enseignant. Et donc, au fond, qu'on dise certains de nos établissements sont dans des situations inacceptables, moi-même j'en croise et je dis fermement, c'est pas digne de nous, c'est pas digne de la République. Vous voyez, donc, j'ai beaucoup de détachement. En revanche, un proviseur, premier collaborateur déconcentré, n'a pas vocation à parler comme on rentrerait dans une épicerie du quartier. C'est de ça qu'il s'agit. Alors donc, moi, vous savez, je suis porté sur l'action. Et donc, si ces débats de bistrot ne m'intéressent pas vraiment, il n'y a rien de préoccupant. Le fait de dégommer un proviseur, qui l'a nommé? C'est le paradigme des formes et des compétences. C'est moi qui l'ai nommé sur des compétences, sur des critères qui me sont propres. Et c'est moi qui juge aujourd'hui
qu'il ne peut plus être un collaborateur des consorts. La liberté est la règle, la restriction, l'exception. Et in concreto, il ne revient pas à un proviseur de bavarder comme bon lui semble sur l'état du secteur éducatif. En revanche, ça aurait été un élève, un parent d'élève, un enseignant, ça ne pose aucun problème. Mais dans le cas d'espèce, il était missionné de répondre à des questions intéressant le ministère, et je vous dis, son devoir de réserve. Ah, le ministre Dodi Kokoroko, chez nos confrères de Victoire FM ce matin, qui revenait donc sur cette situation. Alors, ce qu'on reproche clairement, puisque dans l'arrêté, bon, il n'y a pas eu de motivation, et on peut comprendre, ce qu'on reproche clairement donc au proviseur, ou désormais ex-proviseur du lycée à l'Okwegbe, on le comprend clairement, devoir de réserve. Bavardage, oui, bavarde comme bon lui semble. Et le Marquis Sobé, quel commentaire vous en faites? Bon, sur le... On est d'accord que dans toute société, il y a des règles. Vous avez par exemple vu qu'au niveau de la francophonie, quand le professeur Kakonou s'est permis de pouvoir critiquer la francophonie, l'institution qu'il incarnait, à laquelle il appartenait, il avait été simplement remercié. Ça, c'est la norme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas appartenir à un système que vous allez vous-même... Maintenant, au niveau de l'administration publique, il y a des règles. Si vous voulez prendre la parole sur des sujets, si vous voulez parler... Le proviseur a aussi ses supérieurs hiérarchiques à qui il va falloir se référer pour pouvoir se prononcer. Vous comprenez? Bon, moi, j'ai vu le reportage, mais honnêtement, je ne savais pas qu'il n'y avait pas d'autorisation à ce que le proviseur puisse parler librement. Non, selon ce que notre conseiller a expliqué, il y avait eu bel et bien une autorisation. Mais est-ce que les questions auxquelles le proviseur devrait répondre ont été transmises à la hiérarchie pour qu'il puisse savoir exactement vers quel angle on orientait? Parce que dans les propos du ministre, c'est le fait d'avoir parlé du bâtiment, de l'état délabré du bâtiment, qui pose problème. En réalité, c'est tout le problème. Maintenant, est-ce que les questions... Il est proviseur et il ne peut pas parler en ces termes. Voilà ce qu'on lui reproche. Oui, c'est ce que je dis. Oui, l'administration publique est régie par des normes et des règles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Par exemple, nous-mêmes, on est journalistes. Si nous nous adressons à des gens, ils vous disent écrivez un courrier à mes patrons, à mes supérieurs. C'est les règles de l'administration publique. Maintenant, si le proviseur se permet de parler ainsi, etc., je crois quand même que s'il n'a pas suivi le protocole, ou en connaissant les règles établies, je pense quand même que ce n'est pas du tout correct s'il connaît les règles du métier qu'il est en train de pouvoir exercer. Michel, non, vous savez, à ce niveau-là, il n'y a pas de polémique. Je pense que c'est clair et net. Comme l'homme le disait, l'administration publique a des règles. Et quand vous êtes un commis de l'État, quand vous êtes un responsable, comme le ministre lui-même dit, c'est un collaborateur déconcentré. Oui, exactement. Voilà. Il y a des règles pour ça. La responsabilité vous Même impose... si on voit, on ne voit pas. Oui, la responsabilité vous impose un certain nombre de choses à faire. Vous pouvez parler, mais parler autrement, sans, comment l'appelle-t-on, dévoiler un certain nombre de choses, alors que vous êtes le représentant du ministère concerné. Moi, je n'ai pas suivi cette vidéo-là. Il faut que je sois honnête. Je ne l'ai pas suivi. Mais dans le cas d'espèce, c'est que l'administration reste l'administration. S'il a essayé de nuancer en disant, voilà, nous savons d'être discutés, mais les autorités sont en train de voir dans quelle mesure nous aider à... Bon, je ne sais pas comment il a parlé. Mais puisqu'on dit, c'est le débat de bistrot, ça veut dire qu'il a parlé comme un élève, comme un enseignant et comme un parent d'élève. Et à ce moment-là, on ne peut pas reprocher au ministre. Le ministre a pris ses responsabilités. C'est vrai qu'il a des méthodes que nous critiquons, mais cette fois-ci, je pense que c'est comme ça. C'est-à-dire l'administration reste l'administration. Il y a des normes, il y a des règles, et que vous ne pouvez pas être nommé sur un certain nombre sur des bases de compétences et tout. Et que vous allez vous lancer, en le disant, vous voulez faire plaisir à TV5 Monde ou bien à qui en le disant dans des termes peut-être un peu vulgaires, c'est-à-dire genre, c'est comme rien n'est fait. Alors que le ministre dit non. Il reconnaît qu'il y a des difficultés, mais
ils sont en train de faire des efforts et depuis un certain temps, il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Nous sommes au Togo, nous voyons, au moins dans le système éducatif, il y a des choses qui se font. Mais dire que, parler comme si vous oubliez que vous êtes responsable. Mais si vous, demain, Eric, si demain vous êtes nommé ministre ou je sais pas, secrétaire d'État, il y a des comportements que vous aurez. Mais si je connais les règles du fonctionnement des choses, je ne vous reprocherai pas. Vous comprenez? Oui. Parce que c'est votre poste qui vous l'impose. Même prendre la parole en public, même c'est mesuré. Vous voyez? Oui. Donc là-bas, je ne pense pas qu'il y ait des débats à faire parce que c'est un manquement. Il fallait qu'on les sanctionne. Bon, peut-être que on va dire le fait de le démettre de ses fonctions. Bon, s'il rentre dans les rangs, s'il se comporte bien, qui sait, peut-être on peut on peut le trouver un autre poste. Bon, là, il n'est pas licencié, il faut le préciser. Il n'est pas licencié, c'est le poste qu'il a perdu. C'est le poste qu'il a perdu puisqu'il est enseignant, donc il va retourner donc à la craie, comme on dit. Alors, il y a un auditeur qui nous dit, M. Kokoroko, l'incarnation de la musolinisation du pays, le politique a pris le pas sur l'homme pragmatique. Dire la vérité, est-il devenu un crime dans ce pays? Se demande donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit voilà, attendez, il faut que je retrouve il va falloir choisir maintenant parce que là. Alors, il y a un auteur qui nous dit à replacer l'interview dans le contexte des élections régionales. Oui, c'est bien, c'est ce que la conseil d'ailleurs a dit. Les élus régionaux doivent à terme prendre en charge les constructions d'écoles. Exprimer ses attentes de l'élection régionale en tant que proviseur, que pouvait-il dire? C'est ce que donc dit donc, notre auditeur. Gérard Ouessant, quel est votre avis, vous, sur ce sujet-là? Bon, c'est compliqué. Moi, j'ai écouté le ministre. Il fallait être un peu plus attentif. Il dit, c'est lui qui l'a nommé. Oui. Et c'est lui qui l'a dégommé. Oui. Ah ben, malheureusement, un pays ne se dirige pas comme ça. Je suis désolé. Ça veut dire que dans un état de droit, vous ne faites pas les choses selon votre humeur. Un ministre n'est pas là, il regarde votre tête, il dit, bon, je vous nomme. Bon, le jour ça me plaît plus, je vous dégomme. C'est pas ça. Je pense que l'administration a des règles quand même. Vous avez trop simplifié la chose. Non, il a parlé de son devoir de réserve qu'il n'a pas respecté. Il dit c'est moi qui l'ai nommé. Oui, par rapport à ça. Et c'est moi qui l'ai encore dégommé. Maintenant, moi, ma question, est-ce qu'il n'y a pas des règlements, est-ce qu'il n'y a pas des règles selon lesquelles on peut nommer quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que ce n'est pas réglementé? Vous voulez parler d'une sanction, cette sanction, elle est un peu disproportionnée? Pas disproportionnée, elle est arbitraire. Carrément. Arbitraire, c'est-à-dire que je fais les choses quand je veux, comme je veux. C'est ça qu'on appelle de la dictature. C'est ça qu'on appelle de la dictature. Dans un état de droit, il y a des règles et des règlements. Il y a quand même, tout système est organisé. Quels sont les critères de nomination et quels sont les critères aussi selon lesquels on peut arracher les fonctions à quelqu'un. S'ils nous disent ça, je suis d'accord. Moi, j'ai vu la vidéo plusieurs fois. Ce que la personne a dit, un auditeur l'a écrit, c'est une vérité. Est-ce qu'on peut être sanctionné parce qu'on a dit des vérités? Si oui, vous allez voir, la peur va continuer à gagner du terrain dans ce pays. Parce que nous sommes dans un pays où, de plus en plus, on a peur de parler, de dire la vérité. Vous savez, si vous êtes par exemple directeur d'une institution, on dit, d'accord, les fonctionnaires ont le devoir de réserve. Je vois le bâtiment, je me dis, ce bâtiment-là va s'écrouler en quelque temps. Mais parce que je suis fonctionnaire, je ne vais pas le dire. Et un jour, le bâtiment va s'écrouler sur les élèves. Pas comme ça. Voilà, je suis en train de caricaturer. Oui, mais faut je suis en train d'exagérer. Oui, mais vous exagérez justement. C'est pour que les gens comprennent. Si, au nom du devoir de réserve, on peut laisser un bâtiment s'écrouler sur les élèves. C'est de ça que je parle. Parce que le proviseur peut dire aussi, ah, ce bâtiment-là, il y a longtemps qu'on a demandé, qu'on réfectionne, mais ça risque de s'écrouler un jour. On dit, ah non, mais un proviseur ne doit pas parler comme ça. Donc, il doit se taire jusqu'au jour où ce bâtiment s'écroule. Est-ce que les lanceurs d'alerte doivent être systématiquement poursuivis et sanctionnés? Lui n'est pas lanceur d'alerte. C'est la question. Je pense qu'à ce niveau-là, le débat, Gérard est en train de nous amener là où on ne comprend plus rien. Parce que
Un proviseur n'est pas un lanceur d'alerte. Non, dans le cas des... Non, j'ai pas dit ça. Ça c'est vous qui faites la caricature. Moi, ce que j'ai dit... Tu as dit tout à l'heure, est-ce que les lanceurs d'alerte sont systématiquement arrêtés? Oui. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais quelqu'un qui est lanceur d'alerte. Non, mais quelqu'un qui lance l'alerte est un lanceur d'alerte. Non. Ah non, en tout cas, c'est dans ce sens. Oui, quand vous donnez une alerte, vous devenez lanceur d'alerte. Non, lui... Est-ce qu'il y a profession lanceur d'alerte? Michel. Ah non, il n'y a pas de profession. Oui, mais dès que vous le faites, vous devenez lanceur d'alerte. Le droit de réserve, c'est quoi? Je voulais... Moi, je dis ce proviseur, il n'a qu'à saisir la justice pour peut-être revenir dans ses droits. Non, il n'a qu'à aller. Oui, mais il y a quand même les tribunaux administratifs. Normalement, dans un état de droit, il y a tous ces recours. Et il a le droit. Mais si au Togo, on n'a plus tous ces droits-là, bon, moi je me dis... Nous sommes en train de sortir tranquillement de l'état de droit. Je voulais donner la parole au Gérard aime beaucoup notre justice. Je voulais demander... Non, il y a une chose, réglementairement. Que dit le statut général de la fonction publique quand on est agent de l'État sur la prise de parole en public? Devoir de réserve. Non, et puis, pas agent de l'État simple. Attends. Non, mais... Agent de l'État est responsable. La loi est là, c'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce que les questions qu'on devrait poser aux proviseurs ont été transmises en amont? Parce que dit le statut général de la fonction publique sur le comportement d'un agent de l'État ou sur le fonctionnaire, des responsables, voilà, responsables ici, en face du micro? Non, si c'est respecté, allons-y. Si ce n'est pas respecté, la loi s'applique. Il y a un auditeur qui nous dit, qu'en est-il alors du proviseur du lycée de Kara pris en flagrant délit de bourrage d'urne? Faut-il pas le sanctionner lui? Bon, voilà. On va nous dire que c'est de l'amalgame. Qu'on mélange tout. D'accord, très bien. Non, la justice, on a dépensé le temps, mais on va prendre juste deux auditeurs, monsieur. Permettez. On va prendre juste deux auditeurs qui souhaitent donc réagir donc, sur les sujets qu'on a abordés. 92 60 81 81 est à votre disposition pour ceux qui souhaitent prendre donc la parole en direct avec nous. Il y a un auditeur qui nous envoie un message qui dit entre un proviseur qui pose les problèmes de son établissement et un proviseur qui bourre les urnes, qui doit-on licencier? C'est la dictature totale, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit pourquoi Gérard s'accroche seulement à un propos du ministre? Il n'a qu'à prendre le message du ministre dans son entièreté. Bon, voilà. Un autre auditeur qui nous dit si chaque fois on accuse l'opposition de ne pas faire l'alternance en son sein, pourquoi au niveau du parti au pouvoir on ne fait pas de même? Pourquoi le président du parti Unir ne passe pas la main depuis la création de ce parti? Dit donc cet auditeur. Voilà, un autre qui nous dit les femmes du grand marché d'Agoué ont manifesté leur mécontentement aux conditions de leur marché. Elles ont été renvoyées du marché. Les enseignants ont fait grève dans ce pays. Ils ont été démis de leurs fonctions. Alors, ce n'est pas le cas de ce proviseur qui me surprend. Allons-y seulement, dit donc cet auditeur. On me dit qu'on doit rendre l'antenne. Voilà, très bien. Monsieur, on va s'arrêter là. Il est 12h33. Merci beaucoup, Michel Tadia. Merci, Eric. Merci d'être passé nous voir ce matin. Avec plaisir. Merci beaucoup, Elo Baptiste Ogoué. Merci, Eric. Monsieur Gérard, vous avez tout dit? C'est bon? On peut partir? Ouais, tu vas bien? Ah, d'accord, très bien. Il ira voir la justice. J'ai pas confiance. Merci à Gisso qui a assuré la mise avant d'appelez-moi Saint-Irrigator. 12h45, le journal parlé avec Hugues Vignon à Thibault. Je vous retrouve à 13h avec Maître Florent Avocat. On parlera de la spiritualité. À très vite sur la radio. Au revoir.